Il existe, quelque part dans les profondeurs insondables du cosmos, une vérité si dérangeante qu'elle a failli mourir dans l'oubli avant même d'avoir vu le jour. Une vérité qui ne concerne pas une étoile lointaine ni une galaxie en train de s'éteindre, mais la nature même de ce que nous appelons la réalité. Tout commence par une question simple, presque enfantine, que n'importe qui pourrait poser en levant les yeux vers le ciel nocturne. Est-ce que tout ce qui existe se résume à ce que nous voyons? La réponse, telle qu'elle émerge aujourd'hui des laboratoires les plus avancés du monde, est un non catégorique, un non qui résonne comme un coup de tonnerre dans le silence de nos certitudes. Imaginez un instant que chaque décision que vous avez prise dans votre vie, chaque hésitation devant un carrefour, chaque mot prononcé ou retenu, n'ait pas conduit à un seul résultat. Imaginez que chaque possibilité se soit réalisée, non pas dans votre imagination, mais dans une réalité parallèle aussi tangible, aussi concrète que celle dans laquelle vous respirez en ce moment. Cette idée, qui ressemble à de la science-fiction, repose en réalité sur des équations mathématiques d'une rigueur implacable, vérifiées par des décennies d'expérience en laboratoire. Et elle a commencé dans le bureau d'un jeune doctorant qui refusait de se plier aux conventions de son époque. Nous sommes en 1957, dans les couloirs austères de l'université de Princeton. Un jeune homme de 27 ans, brillant mais têtu, travaille sur sa thèse de doctorat en physique. Il s'attaque à un problème que la plupart de ses collègues considèrent comme résolu, ou du moins comme un sujet qu'il vaut mieux ne pas creuser trop profondément. Ce problème, c'est celui de la mesure en mécanique quantique. Depuis les années 1920, les physiciens savent que le monde subatomique obéit à des règles profondément différentes de celles du monde quotidien. Un électron, par exemple, n'occupe pas une position précise dans l'espace. Il existe sous la forme d'une onde de probabilité, étalée dans toutes les directions, présente simultanément en plusieurs endroits à la fois. Ce n'est que lorsqu'on le mesure, lorsqu'on braque un instrument sur lui pour déterminer où il se trouve, qu'il semble se figer en un point unique. Avant la mesure, toutes les possibilités coexistent. Après la mesure, une seule survit. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Ce jeune doctorant ne croyait pas à cette histoire. Il trouvait qu'elle contenait une faille béante, une contradiction que personne ne voulait regarder en face. Si les équations de la mécanique quantique décrivent parfaitement le comportement des particules, pourquoi faut-il ajouter une règle supplémentaire, une règle qui n'apparaît nulle part dans les mathématiques, pour expliquer ce qui se passe au moment de la mesure? Pourquoi la fonction d'onde, cette description mathématique complète d'un système quantique, devrait-elle soudainement s'effondrer en un seul résultat quand quelqu'un décide de regarder? Et surtout, qui décide de ce qui constitue une mesure? Un détecteur de particules suffit-il? Faut-il un être conscient? Un chat? Un virus? Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, cela nous ferait vraiment très plaisir. Il passa des mois à travailler sur ce problème, remplissant des carnets entiers de calculs, reprenant les équations fondamentales de la mécanique quantique depuis le début, sans ajouter aucune hypothèse supplémentaire. Et ce qu'il découvrit le glaça jusqu'aux os. Les équations, prises au pied de la lettre, sans aucune modification, décrivaient de quelque chose d'inimaginable. Elles disaient que la fonction d'onde ne s'effondre jamais. Jamais. Pas au moment de la mesure, pas quand un observateur regarde, pas quand un appareil enregistre un résultat. Au lieu de cela, l'observateur lui-même entre dans la superposition. Au lieu que le système quantique se réduise à un seul état, c'est l'univers tout entier qui se divise. Une version de l'observateur voit le résultat A. Une autre version voit le résultat B. Les deux versions sont réelles. Les deux continuent d'exister, chacune dans sa propre branche de la réalité, à jamais séparées l'une de l'autre. Son directeur de thèse examina le travail avec une inquiétude grandissante. Les mathématiques étaient irréprochables, il ne pouvait pas le nier. Mais les implications étaient
tellement vertigineuse qu'elle risquait de détruire la carrière de son étudiant avant même qu'elle ne commence. Il lui demanda de modérer son langage, de présenter ses conclusions de manière moins provocante, de laisser entendre que peut-être il ne s'agissait que d'une interprétation parmi d'autres, sans prétendre que c'était la vérité. Le jeune homme refusa. Il ne pouvait pas en conscience atténuer ce que les équations disaient clairement. Et il publia sa thèse, sachant parfaitement qu'elle serait ignorée, peut-être même ridiculisée par la communauté scientifique. Il avait raison de craindre le silence. Pendant près de 20 ans, son travail sombra dans l'oubli. Les physiciens du monde entier continuèrent à utiliser l'interprétation traditionnelle, celle qui disait que la fonction d'onde s'effondre, que la mesure force la réalité à choisir, que le monde quantique et le monde classique obéissent à des règles fondamentalement différentes. Quelques esprits curieux tombèrent occasionnellement sur la thèse, la lurent avec fascination, puis la reposèrent sur l'étagère en se disant que c'était une idée intéressante, mais trop extrême pour être prise au sérieux. Et puis quelque chose changea. Dans les années 1970, un physicien d'Oxford commença à réfléchir au fonctionnement des ordinateurs quantiques, ces machines encore purement théoriques qui exploiteraient les propriétés étranges de la mécanique quantique pour effectuer des calculs impossibles aux ordinateurs classiques. Il réalisa que si l'on prenait au sérieux la thèse oubliée de Princeton, le fonctionnement des ordinateurs quantiques devenait non seulement compréhensible, mais évident. Un ordinateur quantique, avec seulement 300 bits quantiques, pourrait manipuler simultanément plus d'états que le nombre total d'atomes dans l'univers observable. D'où vient cette puissance de calcul phénoménale? Si une seule réalité existe, la question n'a pas de réponse satisfaisante. Mais si des réalités parallèles existent, la réponse est lumineuse. L'ordinateur emprunte des ressources de calcul à d'autres branches de la réalité. Il effectue des opérations dans d'innombrables univers parallèles simultanément, puis combine les résultats par interférence quantique pour produire la réponse dans notre branche. Cette idée provoqua un électrochoc dans la communauté scientifique. Des chercheurs dans les universités les plus prestigieuses du monde commencèrent à réexaminer la thèse de 1957. Ils découvrirent que les mathématiques étaient non seulement correctes, mais qu'elles prédisaient des résultats expérimentaux que les autres interprétations avaient eu du mal à expliquer. Des expériences sur l'intrication quantique, ces corrélations instantanées entre particules séparées par des distances arbitraires, confirmèrent que les particules se comportent exactement comme la thèse le décrivait. Deux particules qui interagissent restent connectées, peu importe la distance qui les sépare. Modifiées, l'une et l'autre réagit instantanément, comme si l'espace entre elles n'existait pas. Ce phénomène est parfaitement naturel si les deux particules existent simultanément dans de multiples branches de la réalité. Il devient profondément mystérieux si l'on insiste sur l'existence d'une seule réalité. Aujourd'hui, cette interprétation est considérée par de nombreux physiciens comme la description la plus cohérente de la réalité quantique. Elle n'ajoute rien aux équations. Elle ne postule aucune force mystérieuse, aucun mécanisme caché, aucun rôle spécial pour la conscience. Elle prend simplement les mathématiques au sérieux et accepte ce qu'elles disent, même quand ce qu'elles disent défie toute intuition humaine. Mais avant de plonger plus profondément dans cette vision vertigineuse de la réalité, il faut comprendre les phénomènes quantiques qui la sous-tendent. Et pour cela, il faut revenir à l'une des expériences les plus célèbres et les plus troublantes de toute l'histoire de la science. Imaginez une source qui émet des particules une par une. Des électrons, par exemple. Chaque électron est lancé vers une plaque percée de deux fentes étroites. De l'autre côté de la plaque, un écran détecteur enregistre l'endroit où chaque électron frappe. Si les électrons étaient de simples petites billes, comme le bon sens le suggère, chacun passerait par l'une ou l'autre des fentes et on verrait apparaître sur l'écran deux bandes lumineuses correspondant aux deux fentes. C'est exactement ce que prédit la physique classique. Mais ce n'est pas ce qui se passe.
Ce qui apparaît sur l'écran après que des milliers d'électrons ont été envoyés un par un, c'est un motif d'interférence. Des bandes alternées de lumière et d'obscurité, exactement comme si chaque électron avait été une onde passant simultanément par les deux fentes. Les ondes provenant des deux chemins se superposent, s'amplifient à certains endroits et s'annulent à d'autres, créant ce motif caractéristique de frange d'interférence. Chaque électron individuel produit un seul point sur l'écran. Mais l'ensemble de ces points dessine un motif qui ne peut s'expliquer que si chaque électron a emprunté les deux chemins à la fois. Cette expérience a été reproduite des milliers de fois dans des laboratoires du monde entier, avec des électrons, des photons, des neutrons, et même avec des molécules complexes contenant des centaines d'atomes. Le résultat est toujours le même. Les particules individuelles se comportent comme des ondes lorsqu'elles ne sont pas observées, empruntant simultanément tous les chemins possibles. Et voici la partie vraiment étrange. Si vous placez un détecteur à l'une des fentes pour savoir par quel chemin passe l'électron, le motif d'interférence disparaît immédiatement. L'électron se comporte alors comme une particule classique passant par une seule fente. L'acte même d'observer modifie fondamentalement le comportement du système. Dans l'interprétation traditionnelle, on dit que l'observation force l'électron à choisir un chemin. Mais cette explication soulève immédiatement une question dérangeante. Comment l'électron sait-il qu'il est observé? Qu'est-ce qui distingue un détecteur d'un simple obstacle? La réponse, dans le cadre de la théorie de la ramification universelle, est radicalement différente. L'électron ne choisit rien. Il continue de passer par les deux fentes simultanément. Mais lorsque le détecteur interagit avec l'électron, le détecteur lui-même entre en superposition. Une version du détecteur enregistre le passage par la fente gauche. Une autre version enregistre le passage par la fente droite. L'univers se divise. Dans chaque branche, l'électron semble être passé par une seule fente et le motif d'interférence disparaît parce que l'interférence ne peut se produire qu'entre des branches qui ne se sont pas encore séparées. Ce qui rend cette explication si puissante, c'est qu'elle ne nécessite aucun postulat supplémentaire. Les équations de la mécanique quantique, telles qu'elles ont été écrites dans les années 1920, décrivent exactement ce phénomène sans aucune modification. La division de la réalité n'est pas une hypothèse ajoutée pour sauver la théorie. C'est ce que les équations décrivent naturellement lorsqu'on les suit jusqu'à leur conclusion logique. Mais la double fente n'est que le début. Pour comprendre l'ampleur véritablement cosmique de ce qui se passe, il faut examiner un phénomène encore plus fondamental. Un phénomène qui connecte des particules à travers des distances inimaginables et qui a bouleversé notre compréhension de l'espace et du temps. Lorsque deux particules interagissent, quelque chose de profond se produit au niveau quantique. Avant leur rencontre, chaque particule peut être décrite indépendamment. Elle possède sa propre fonction d'onde, sa propre description mathématique, ses propres probabilités. Mais dès que les deux particules échangent ne serait-ce qu'un quantum d'énergie, dès qu'elles se touchent quantiquement, leur indépendance est abolie pour toujours. Elles deviennent un système unique, décrit par une seule fonction d'onde combinée. Les physiciens appellent ce phénomène l'intrication quantique, et c'est l'un des aspects les plus étranges et les plus fondamentaux de la nature. Une fois intriquées, les deux particules partagent un destin commun, peu importe la distance qui les sépare. Vous pouvez les envoyer aux deux extrémités de la galaxie, les séparer par des millions d'années-lumière de vide spatial, et elles resteront connectées. Mesurez une propriété de la particule A, son spin par exemple, et vous saurez instantanément quelle valeur vous trouverez si vous mesurez la même propriété de la particule B. La corrélation est parfaite et elle se manifeste plus vite que la lumière ne pourrait voyager entre les deux particules. Ce n'est pas que l'information voyage plus vite que la lumière. C'est que les deux particules ne sont plus vraiment séparées. Elles sont deux aspects d'un même système quantique,
même si elles se trouvent dans des galaxies différentes. Le grand physicien du XXe siècle trouvait cette propriété si troublante qu'il la qualifia d'action fantomatique à distance. Il était convaincu qu'elle prouvait que la mécanique quantique était incomplète, qu'il devait exister des variables cachées, des informations secrètes portées par les particules depuis leur séparation, qui expliqueraient les corrélations sans avoir recours à une connexion instantanée. Il pensait que les particules emportaient avec elles une sorte de message scellé, déterminé au moment de leur interaction, et que la mesure ne faisait que révéler le contenu de ce message. En 1964, un théoricien du CERN démontra mathématiquement que cette hypothèse des variables cachées était fausse. Il dériva un ensemble d'inégalités, des relations mathématiques que toute théorie à variables cachées locales devait nécessairement respecter. Les expériences, réalisées avec une précision croissante au fil des décennies, violèrent systématiquement ces inégalités. Les particules ne portent pas de messages cachés. Les corrélations ne sont pas prédéterminées. L'intrication est un phénomène réel, irréductible, qui connecte des particules à travers l'espace de manière fondamentale. Les expériences les plus récentes, menées avec des détecteurs séparés par des dizaines de kilomètres et des mesures effectuées en quelques nanosecondes pour éliminer toute possibilité de communication classique, ont confirmé ces résultats au-delà de tout doute raisonnable. Dans le cadre de la ramification universelle, l'intrication est le mécanisme même par lequel de nouvelles branches de la réalité se créent. Chaque fois que deux particules interagissent et deviennent intriquées, la fonction d'onde universelle se divise. Une branche contient le résultat où la particule A a un spin vers le haut et la particule B un spin vers le bas. Une autre branche contient la situation inverse. Les deux branches sont physiquement réelles. Les deux continuent d'évoluer selon les mêmes lois de la physique. Vous ne percevez qu'une seule branche parce que vous êtes vous-même intriqué avec les particules d'une manière spécifique. Pensez maintenant à la fréquence à laquelle des interactions quantiques se produisent autour de vous. Les photons émis par l'écran que vous regardez frappent les électrons dans votre rétine. Ces électrons déclenchent des réactions chimiques dans votre nerf optique. Les signaux se propagent à travers des milliards de neurones dans votre cerveau. Chaque étape implique des milliards d'interactions quantiques. Chaque interaction crée de l'intrication. Chaque intrication divise la réalité. La ramification ne s'arrête jamais. En ce moment même, des rayons cosmiques provenant de supernovae lointaines percutent des molécules dans l'atmosphère terrestre. Des atomes radioactifs dans les roches sous vos pieds se désintègrent spontanément. Des neutrinos traversent votre corps par milliards chaque seconde et quelques-uns d'entre eux interagissent avec des atomes de votre chair. Chacun de ces événements engendre de nouvelles branches. L'univers se divise des quadrillions de fois par seconde rien que sur Terre. Multipliez cela par chaque étoile, chaque planète, chaque nuage de gaz dans l'univers observable, et le rythme de la ramification devient littéralement inconcevable. Vous pourriez vous demander où se trouvent tous ces univers parallèles. La réponse est qu'ils ne se trouvent pas ailleurs dans l'espace tridimensionnel que nous connaissons. Ils existent dans l'espace de configuration quantique, un domaine mathématique possédant infiniment plus de dimensions que nos 3 dimensions familières. Chaque branche occupe exactement le même emplacement physique que nous. Elles se superposent parfaitement, mais restent causalement déconnectées les unes des autres, sauf dans de rares moments où des interférences se produisent entre les branches. Et ces moments d'interférence pourraient expliquer des phénomènes que nous ne comprenons pas autrement. Car voici où l'histoire prend un tournant saisissant. Si les univers parallèles ne sont qu'une construction théorique, une interprétation parmi d'autres des équations quantiques, alors ils restent dans le domaine de la philosophie. Mais si quelque chose dans l'univers observable porte la trace d'un contact avec une autre réalité,
Alors, nous passons de la spéculation à la science. Et il se trouve qu'une telle trace existe peut-être déjà, inscrite dans la plus ancienne lumière de l'univers. En 2004, un satellite de la NASA acheva la cartographie la plus détaillée jamais réalisée du fond diffus cosmologique, cette lueur fossile qui baigne l'univers entier. Cette lumière est un vestige de l'époque où le cosmos n'avait que 380 000 ans, bien avant la formation des premières étoiles et des premières galaxies. À cette époque reculée, l'univers était un plasma brûlant, une soupe homogène de particules chargées si denses que la lumière ne pouvait pas s'y propager librement. Puis, la température baissa suffisamment pour que les électrons se combinent avec les noyaux atomiques, formant les premiers atomes neutres. La lumière, soudain libérée, commença à voyager à travers l'espace. Elle voyage encore aujourd'hui, 13,8 milliards d'années plus tard, et elle nous parvient de toutes les directions du ciel sous la forme d'un rayonnement micro-ondes extrêmement faible mais parfaitement mesurable. Cette lumière ancienne n'est pas parfaitement uniforme. Elle présente de minuscules variations de température, de l'ordre de quelques millionièmes de degrés, qui reflètent les fluctuations de densité du plasma primordial. Les régions légèrement plus denses sont devenues les germes des futurs amas de galaxies. Les régions légèrement moins denses sont devenues les immenses vides cosmiques. Le motif de ces variations constitue une sorte de photographie de l'univers bébé, un instantané des conditions initiales à partir desquelles toute la structure cosmique s'est développée. Les modèles cosmologiques les plus précis, affinés par des décennies d'observations et de calculs, prédisent exactement à quoi ce motif devrait ressembler. Les variations de température devraient suivre des règles statistiques spécifiques avec des fluctuations d'une certaine amplitude réparties sur des échelles angulaires précises. Et lorsque les astronomes comparèrent les prédictions aux observations, l'accord fut spectaculaire, presque parfait. Presque. Car dans le ciel austral, les astronomes remarquèrent quelque chose qui ne collait pas. Une région d'environ 5 degrés de diamètre, soit environ 10 fois la taille apparente de la pleine lune, présentait une température significativement plus basse que la moyenne. Pas légèrement plus basse comme les fluctuations normales. Cette zone était environ 70 microkelvin en dessous de la température moyenne, et à certains endroits, l'écart atteignait 140 microkelvin. Pour comparaison, les variations typiques dans le fond diffus cosmologique ne dépassent pas guère 18 microkelvin. Cette anomalie froide était un cri dans le silence statistique du cosmos. Les modèles cosmologiques standards prédisent que des fluctuations aussi importantes pourraient apparaître sur des régions d'environ 1 degré de large. Elles ne devraient pas s'étendre sur 5 degrés. La probabilité qu'une région aussi vaste et aussi froide se forme par le jeu normal des fluctuations quantiques dans l'univers primordial est d'environ 1 à 2%. C'est techniquement possible, mais suffisamment improbable pour exiger une explication. Les premières théories se concentrèrent sur l'hypothèse d'un supervide. Peut-être qu'une vaste région de l'espace entre nous et le fond diffus cosmologique contient significativement moins de galaxies que la moyenne. La lumière traversant ce vide perdrait de l'énergie par un effet bien connu de la relativité générale, paraissant plus froide lorsqu'elle atteint nos télescopes. En 2015, une équipe de chercheurs annonça avoir trouvé des preuves de l'existence de ce supervide. La structure s'étendrait sur 500 millions à 1 milliard d'années-lumière, ce qui en ferait l'une des plus grandes structures jamais identifiées par l'humanité. Mais alors, une université britannique mena une étude détaillée qui allait tout remettre en question. Les chercheurs utilisèrent un puissant télescope pour cartographier les galaxies autour de la tache froide et comparèrent ces données avec un catalogue de galaxies couvrant d'autres régions du ciel. Les résultats, soumis à une prestigieuse revue d'astronomie en 2017, contredisaient entièrement l'hypothèse du supervide. La distribution des galaxies autour de la tache froide apparaissait parfaitement normale, rien de spécial.
Aucun vide géant n'existait dans cette direction. L'équipe parvint à une conclusion troublante. Si aucun supervide ne cause la tache froide, alors quelque chose dans l'univers primordial a dû créer une région authentiquement froide. Mais les modèles standards du Big Bang ne peuvent pas produire de taches froides aussi énormes. Les variations de température devraient se lisser sur de si grandes échelles. Quelque chose a violé la physique attendue. C'est alors qu'une explication audacieuse émergea du monde académique. Une cosmologiste proposa que la tache froide représente une cicatrice laissée par la collision de notre univers avec un autre univers au cours de la période inflationnaire. Dans la première fraction de seconde après le Big Bang, l'espace s'est étendu plus vite que la lumière. Si la théorie de l'inflation éternelle est correcte, ce processus a créé d'innombrables univers-bulles. Certaines bulles auraient pu entrer en collision avec la nôtre avant que l'inflation ne les sépare définitivement. Une telle collision enverrait une onde d'énergie se propageant à travers l'univers, comme le sillage derrière un navire. Cette onde modifierait la température du fond diffus cosmologique selon un motif spécifique. Et la forme de la tache froide, son profil de température, correspondent raisonnablement aux prédictions théoriques d'une telle collision. La probabilité reste extrêmement faible. Mais si toutes les autres explications échouent, nous pourrions être en train de regarder la preuve physique que les univers parallèles ne sont pas des constructions théoriques. Ils pourraient nous toucher en ce moment même. Arrêtons-nous un instant pour mesurer l'immensité de ce qui est en jeu. Le fond diffus cosmologique porte des informations des tout premiers instants accessibles du temps cosmique. Quand l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les atomes se forment, la lumière s'est libérée et a commencé à voyager à travers l'espace. Cette lumière voyage vers nous depuis 13,8 milliards d'années. Nous voyons l'univers tel qu'il apparaissait quand il n'était qu'un nourrisson, bien avant l'existence des étoiles ou des galaxies. Chaque photon de ce rayonnement fossile est un messager du passé le plus reculé, un témoin direct des conditions qui régnaient quand le cosmos émergeait du chaos primordial. Les scientifiques peuvent prédire à quoi ce motif de température devrait ressembler. Les meilleurs modèles de cosmologie, perfectionnés au fil de décennies d'observations et de calculs, décrivent les variations statistiques attendues avec une précision remarquable. Et quand on compare les prédictions aux mesures réelles, l'accord est presque parfait. Presque. La tache froide ne rentre pas dans le cadre. Elle est trop grande, trop froide, trop isolée pour être une simple fluctuation statistique. Si la tache froide provenait de fluctuations quantiques normales dans l'univers primordial, on devrait observer des anomalies similaires ailleurs dans le ciel. De grandes régions froides devraient apparaître avec une certaine fréquence. Or, la tache froide est unique, isolée, solitaire dans l'immensité du fond diffus cosmologique. Cette unicité suggère que quelque chose d'inhabituel s'est produit dans cette direction précise du cosmos. Un physicien a créé des modèles mathématiques détaillés de ce à quoi ressemblerait une collision entre univers. Quand deux univers-bulles se touchent, ils libèrent de l'énergie à leurs frontières. Cette énergie se propage vers l'extérieur sous la forme d'une onde sphérique. De notre point de vue, à l'intérieur de l'une des bulles, nous verrions un motif circulaire dans le fond diffus cosmologique. La taille du motif dépendrait de la distance à laquelle la collision s'est produite dans l'espace et dans le temps. Les calculs prédisent une région froide avec des propriétés géométriques spécifiques. Elle devrait être approximativement circulaire, avec un gradient de température particulier du centre vers le bord. La tache froide correspond raisonnablement bien à ces prédictions. L'ajustement n'est pas parfait, mais il est suffisamment proche pour mériter une considération sérieuse. Un satellite européen, lancé en 2009, fournit des cartes encore plus détaillées du fond diffus cosmologique, avec une résolution 3 fois supérieure à celle des missions précédentes. Si la tache froide n'était que du bruit statistique
ou une erreur instrumentale, ce satellite l'aurait exposé. Au lieu de cela, il confirma son existence et affina ses contours. Des chercheurs analysèrent d'ailleurs les données à la recherche de signes de multiples collisions entre univers. Certaines théories prédisent que l'inflation éternelle devrait avoir causé de nombreuses collisions, pas une seule. Des affirmations préliminaires suggérèrent l'existence possible de 4 signatures de collisions distinctes. Des analyses ultérieures montrèrent que ces signaux tombaient dans la fourchette du bruit statistique aléatoire. Aucune preuve définitive n'émergea. La tache froide resta le candidat le plus solide à la frontière de ce que la cosmologie standard peut expliquer par le hasard seul. Certains scientifiques soutiennent qu'il ne faut pas invoquer de la physique exotique pour un événement de probabilité d'1%. D'autres répliquent qu'1% est suffisamment faible pour explorer des alternatives. Un professeur d'une grande université britannique formula les enjeux clairement. Si des analyses supplémentaires éliminent toutes les explications conventionnelles, alors la tache froide pourrait être notre première preuve de l'existence d'autres univers. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des moyens supplémentaires de tester cette hypothèse. Revenons maintenant au cœur de la mécanique quantique pour comprendre pourquoi l'idée d'univers multiple n'est pas une fantaisie mais une conséquence directe des lois fondamentales de la physique. La mécanique quantique révèle que les particules ne possèdent pas de propriétés définies tant que quelque chose ne les force pas à se manifester. Un électron n'a pas de position précise ni de quantité de mouvement définie. Il existe sous la forme d'une onde de probabilité étalée dans l'espace. Ce n'est que lorsqu'on le mesure que l'électron semble occuper un endroit précis. Ce comportement semble bizarre parce que rien dans notre expérience quotidienne ne fonctionne de cette manière. Votre tasse de café est posée sur votre bureau. Elle n'existe pas simultanément en plusieurs endroits. Ou du moins, c'est ce que vous croyez. La différence clé est une question d'échelle. Les objets minuscules comme les électrons peuvent maintenir un état de superposition. Les objets volumineux, composés d'innombrables particules, perdent leur superposition presque instantanément à cause de leur interaction avec l'environnement. Les physiciens appellent ce processus la décohérence. L'environnement mesure constamment les objets macroscopiques à travers d'innombrables interactions microscopiques. Des molécules d'air rebondissent sur les surfaces. Des photons frappent les objets et sont réfléchis. Ces interactions intriquent l'objet avec son environnement et suppriment les effets quantiques visibles. Mais la superposition elle-même est parfaitement réelle. L'expérience de la double fente le prouve sans l'ombre d'un doute. Envoyez des électrons individuels, un par un, à travers 2 fentes. Chaque électron crée un seul point sur l'écran de détection. Mais après un grand nombre d'électrons, un motif d'interférence émerge. La seule façon d'obtenir ce motif était que chaque électron individuel soit passé par les 2 fentes simultanément. L'électron existe en superposition, empruntant les 2 chemins à la fois jusqu'à ce qu'il frappe l'écran. Ce qui rend la superposition pertinente pour la question des univers parallèles, c'est ce qui se passe quand on essaie d'observer par quelle fente passe l'électron. Placer des détecteurs à chaque fente pour savoir quel chemin l'électron emprunte. Soudain, le motif d'interférence disparaît. L'électron passe désormais par une fente ou par l'autre, mais jamais par les 2. L'observation modifie le résultat. L'interprétation traditionnelle affirme que l'observation effondre la superposition. L'électron était dans plusieurs états et notre mesure l'a forcé à en choisir un. Mais cette explication soulève des questions inconfortables. Qu'est-ce qui compte comme une observation ? Cela nécessite-t-il de la conscience ? Où exactement l'effondrement se produit-il ? Et pourquoi les équations de la mécanique quantique ne disent-elles absolument rien sur un quelconque effondrement ? L'interprétation de la ramification offre une réponse radicalement différente. L'électron ne s'est jamais effondré. C'est vous qui vous êtes divisé.
Avant que vous ne mesuriez par quelle fente l'électron passait, vous existiez vous aussi en superposition. Une version de vous a détecté l'électron à la fente gauche. Une autre version l'a détecté à la fente droite. Les deux versions sont réelles. Les deux existent dans des branches séparées de la réalité. De chaque branche, vous voyez l'électron passer par une seule fente parce que vous êtes devenu intriqué avec lui. Ce principe s'applique à tout, pas seulement aux électrons dans un laboratoire. Quand la lumière entre dans votre œil, des photons interagissent avec des molécules dans votre rétine. Ces molécules changent de forme et déclenchent des signaux nerveux. Chaque étape implique de la superposition. Chaque mesure que vous effectuez vous intrigue avec l'objet mesuré. Vous vous divisez en versions qui ont observé des résultats différents. L'univers existe en superposition à chaque niveau. Tous les arrangements possibles de matière et d'énergie coexistent dans la fonction d'onde universelle. Nous ne percevons qu'un seul arrangement parce que nous faisons partie du système. Nous ne pouvons pas nous en extraire pour voir la superposition complète. Nous chevauchons une branche, tandis que d'innombrables autres divergent autour de nous, invisibles, mais tout aussi réels. Si cela semble impossible à accepter, considérez que la superposition quantique a été directement mesurée en laboratoire pour des particules, des atomes et même de petites molécules. Les mathématiques fonctionnent parfaitement. Les expériences confirment les prédictions. Ce qui reste controversé, c'est de savoir si cela s'étend aux observateurs humains et aux univers entiers. Pour saisir la profondeur de cette question, il faut examiner l'équation fondamentale qui gouverne l'évolution de tous les systèmes quantiques. En 1926, un physicien autrichien rédigea cette équation qui prend une fonction d'onde comme entrée et décrit comment elle change d'un instant à l'autre. Pour une seule particule, la fonction d'onde décrit toutes les positions et toutes les quantités de mouvements possibles. L'équation ne contient rien, absolument rien, concernant un effondrement ou une mesure. Elle décrit une évolution continue et fluide, sans rupture, sans saut, sans discontinuité. Que se passe-t-il quand on applique cette équation à plusieurs particules? La fonction d'onde devient plus complexe. Au lieu de décrire la position d'une seule particule, elle décrit simultanément les positions de toutes les particules. Cette fonction d'onde conjointe capture les corrélations entre les particules. Quand les particules interagissent et deviennent intriquées, l'équation en rend compte automatiquement à travers la structure de la fonction d'onde. Posez maintenant une question audacieuse. Que se passe-t-il si vous appliquez cette équation à chaque particule de l'univers? Vous obtenez une fonction d'onde universelle unique qui décrit l'état de toute la matière et de toute l'énergie partout. Cette fonction d'onde évolue de manière déterministe selon l'équation. Pas de hasard, pas d'effondrement, pas de règles spéciales pour l'observation. Juste un objet mathématique unique qui change de façon continue au fil du temps selon des lois connues. C'est le fondement théorique de l'interprétation de la ramification. La fonction d'onde universelle est la réalité elle-même. Tout ce qui existe, a existé ou existera, est encodé dans cette structure mathématique. Quand nous percevons l'univers, nous percevons une minuscule tranche de la fonction d'onde. Nous voyons une branche. Les autres branches restent tout aussi réelles, mais à jamais hors de portée de notre perception directe. La fonction d'onde possède une structure d'une complexité presque inimaginable. Elle existe dans un espace de configuration avec 3 dimensions pour chaque particule de l'univers, soit environ 3 fois 10 puissance 80 dimensions au total. Malgré cette complexité vertigineuse, elle obéit à des règles relativement simples et son évolution est entièrement réversible. Aucune information n'est jamais perdue. La fonction d'onde universelle implique quelque chose de stupéfiant. Chaque version de l'histoire qui aurait pu se produit effectivement quelque part dans le vaste espace des résultats quantiques. Votre vie contient d'innombrables branches où vous avez fait des choix différents, vécu des événements différents.
Elles se déroulent toutes en ce moment même dans des flux parallèles d'existence. Plongeons maintenant plus profondément dans le mécanisme qui crée ces branches, car c'est dans les détails de l'intrication quantique que se cache la clé de tout. Deux particules se rencontrent dans le vide. Leurs fonctions d'onde se chevauchent. En cet instant, quelque chose de profond se produit. Avant la rencontre, chaque particule pouvait être décrite indépendamment, simple, séparée. Après leur interaction, la séparation devient impossible. Une seule fonction d'onde combinée décrit désormais les deux particules ensemble. C'est l'intrication quantique dans sa forme la plus élémentaire. Une fois intriquées, les particules partagent un état quantique commun, même si vous les déplacez aux extrémités opposées de la galaxie. Mesurez une propriété de la particule A et vous obtenez instantanément des connaissances sur la particule B. La corrélation apparaît plus vite que la lumière ne pourrait voyager entre elles. Aucun signal ne passe entre elles parce qu'elles ne sont pas des entités séparées. Elles sont deux parties d'un seul système quantique. Dans l'interprétation de la ramification, l'intrication est le mécanisme même qui crée de nouvelles branches. Quand votre cerveau traite des informations, les électrons dans vos neurones interagissent les uns avec les autres. Ces interactions intriquent les électrons. La fonction d'onde universelle se divise. Une branche contient des neurones dans l'état A. Une autre branche contient des neurones dans l'état B. Vous vous divisez en versions qui vivent des pensées différentes. Cette ramification se produit constamment à tous les niveaux. Les molécules d'air dans la pièce autour de vous entrent en collision les unes avec les autres, environ 1 milliard de fois par seconde. Chaque collision intrigue les molécules. Chaque intrication divise la réalité. Les photons émis par l'appareil que vous utilisez frappent votre rétine à un rythme de billions par seconde. Chaque photon crée de l'intrication et engendre des branches où vous avez vu des motifs de lumière légèrement différents. Le nombre de branches croît de façon exponentielle. Commencez avec un seul univers. Une seule intrication crée 2 branches. Une autre intrication crée 4 branches. Après seulement 100 intrications, vous avez plus de branches que d'atomes dans l'univers visible. Après 1000 intrications, le nombre de branches dépasse tout ce que nous pouvons décrire de manière significative avec une notation familière. Combien de branches existent en ce moment? Personne ne le sait. Les mathématiques de la mécanique quantique ne précisent pas si ce nombre est fini ou infini. Certains physiciens soutiennent que le nombre doit être infini parce que l'univers contient des variables continues, comme la position et la quantité de mouvement. D'autres suggèrent que le nombre pourrait être grand, mais fini si l'espace et le temps sont fondamentalement discrets à l'échelle de Planck. Ce que nous savons, c'est que le nombre est colossal. Un éminent physicien l'a formulé sans détour. Le nombre de mondes parallèles n'est pas 5, ce n'est pas 1 million. C'est incomparablement plus grand que ce que l'intuition humaine peut saisir, et il grandit à chaque microseconde à mesure que de nouvelles particules interagissent et s'intriquent. Chaque branche est pleinement réelle. Chacune contient des observateurs semblables à vous. Chacune évolue selon les mêmes lois physiques. Les branches ne peuvent pas communiquer directement entre elles. Une fois la division opérée, les branches se décohèrent et deviennent causalement isolées. L'information ne peut pas passer de l'une à l'autre par des moyens normaux. Et pourtant, certains physiciens soutiennent désormais que de brefs moments d'interférence entre branches proches pourraient être possibles. Si c'est vrai, cela pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur l'isolement des mondes parallèles. Pendant près d'un siècle, les physiciens se sont disputés sur ce qui se passe quand on mesure un système quantique. Avant la mesure, le système existe en superposition. Après la mesure, on observe un résultat défini. La fonction d'onde semble s'effondrer, passant de nombreuses possibilités à une seule réalité.
Ce changement soudain viole l'équation fondamentale qui décrit une évolution continue et fluide. Alors quand et comment cet effondrement se produit-il? L'un des fondateurs de la mécanique quantique affirma que la mesure est fondamentalement différente des processus physiques ordinaires. Un système quantique obéit à un ensemble de règles. Les appareils de mesure obéissent à un autre ensemble. La frontière entre le quantique et le classique est l'endroit où l'effondrement se produit. Cette vision domina la physique pendant des décennies. Le problème est que les appareils de mesure sont faits d'atomes. Les atomes obéissent à la mécanique quantique. Il en va de même pour les électrons dans les fils qui transportent les signaux de mesure, et pour les neurones dans votre cerveau qui traitent ces signaux. Où exactement le monde quantique finit-il et le monde classique commence-t-il? Aucune réponse claire ne fut jamais fournie. Il fut suggéré que la conscience pourrait jouer un rôle, ce qui ouvrit la porte à un mysticisme que beaucoup de physiciens trouvèrent inconfortable. D'autres interprétations tentèrent de résoudre le problème différemment. La théorie de l'onde pilote propose que les particules ont des positions définies en permanence, guidées par un champ d'ondes caché mais réel. La mesure révèle la position qui était toujours là. Cette approche préserve des résultats définis, mais nécessite l'ajout de nouveaux éléments à la physique. Elle rend aussi la théorie non locale de manière perturbante. L'interprétation de la ramification élimine entièrement le problème de la mesure en niant que l'effondrement se produise. La fonction d'onde ne se réduit jamais de multiples possibilités à un seul résultat. Au contraire, l'observateur devient partie intégrante du système. Avant de mesurer la position d'un électron, vous existez vous aussi en superposition. Votre cerveau n'a pas encore traité le résultat de la mesure. Après avoir regardé, une version de vous voit l'électron ici. Une autre version le voit là-bas. Les deux versions sont réelles. Cela semble multiplier les mystères plutôt que les résoudre. Comment pouvez-vous exister dans plusieurs états? Pourquoi ne vivez-vous qu'un seul résultat? La réponse réside dans la décohérence. Votre cerveau était composé d'environ 96 milliards de neurones. Chaque neurone contient des billions d'atomes. Ces atomes interagissent constamment entre eux et avec l'environnement. Les interactions créent de l'intrication si rapidement que les différentes versions de vous deviennent isolées les unes des autres en quelques microsecondes. Une fois la décohérence produite, les branches ne peuvent plus interférer. Elles évoluent indépendamment. Vous, dans cette branche, n'avez aucun moyen d'accéder aux souvenirs ou aux expériences des autres branches. Ce n'est pas qu'elles n'existent pas, elles existent. Vous ne pouvez simplement pas les percevoir parce que l'interférence quantique a été supprimée. Réfléchissez à la façon dont cela change la nature de l'observation. La mesure n'effondre pas la réalité. Elle intrigue l'observateur avec ce qui est mesuré. L'univers ne se soucie pas de savoir si l'observateur est conscient. Un simple photodétecteur provoquera la ramification tout aussi efficacement qu'un œil humain. La conscience n'est pas nécessaire à la ramification. C'est juste un type de système physique qui s'intrique avec d'autres. Cela résout le problème de la mesure en montrant qu'il n'y a jamais eu de problème. Les équations de la mécanique quantique décrivent déjà tout, y compris les observateurs et les mesures. Aucune règle supplémentaire ni aucun postulat additionnel ne sont nécessaires. Les neurones de votre cerveau fonctionnent par des processus électrochimiques qui dépendent ultimement d'événements quantiques. Un canal ionique s'ouvre quand des molécules changent de forme, un processus qui implique des électrons passant entre différents niveaux d'énergie. Vos choix émergent de l'activité neuronale classique, pas de l'incertitude quantique, car la décohérence se produit presque instantanément dans les cerveaux chauds et humides. Mais la ramification quantique se produit quand même, à chaque événement quantique dans chaque neurone. Parfois, un événement quantique se produit à un moment critique. Un neurone se trouve au seuil de décharge.
Une molécule existe en superposition de deux états. La fonction d'onde se ramifie. Dans une branche, vous pensez la pensée X. Dans une autre, la pensée Y. Sur toute une vie, ces divergences se composent. Certaines versions de vous ont fait des amis différents, poursuivi des carrières différentes, vivent dans des villes différentes. Toutes se vivent comme la seule version, chacune possédant des souvenirs continus remontant à l'enfance. Vous êtes un fil dans une vaste tapisserie de soi apparentés, tous vivant leur propre version de la réalité. Plongeons maintenant dans l'une des expériences de pensée les plus célèbres et les plus mal comprises de l'histoire de la physique, une expérience qui ne concernait pas seulement un chat, mais la nature même de la réalité. En 1935, un physicien imagina une expérience de pensée qui hanterait la physique pour toujours. Placer un chat à l'intérieur d'une boîte scellée. Ajouter un atome radioactif qui a une probabilité de 50% de se désintégrer en 1 heure. Connecter l'atome à un dispositif qui libère du poison si la désintégration se produit. Fermez la boîte et attendez. Selon la mécanique quantique, l'atome existe en superposition d'états désintégrés et non désintégrés. Le mécanisme de libération du poison devient intriqué avec l'atome. Le chat devient intriqué avec le poison. Avant que vous n'ouvriez la boîte, le système entier existe en superposition. Le chat n'est ni vivant ni mort. Il est simultanément vivant et mort. Le physicien avait conçu cette expérience comme une réduction par l'absurde. Il pensait qu'elle prouvait que la mécanique quantique devait être incomplète parce que les chats ne peuvent évidemment pas être simultanément vivants et morts. Mais la mécanique quantique n'est pas incomplète. Les mathématiques fonctionnent parfaitement. Les expériences confirment ces prédictions à toutes les échelles que nous pouvons tester. Le problème n'est pas dans la physique, le problème est dans notre intuition. Nous supposons que l'ouverture de la boîte force le chat à devenir soit vivant, soit mort. Nous supposons qu'un résultat est réel et que l'autre s'évanouit. L'interprétation de la ramification dit que les deux résultats sont réels. Quand vous ouvrez la boîte, vous n'effondrez pas la fonction d'onde du chat. Vous devenez intriqué avec le chat. L'univers se divise. Dans une branche, vous trouvez un chat vivant. Vous ressentez du soulagement. Vous caressez le chat et lui donnez à manger. Dans une autre branche, vous trouvez un chat mort. Vous ressentez de la tristesse. Vous vous occupez du corps. Les deux versions de vous existent. Les deux versions du chat existent. Les deux continuent leur vie séparée dans des branches isolées de la réalité. De votre point de vue à l'intérieur d'une branche, le chat semble avoir été définitivement vivant ou définitivement mort pendant tout ce temps. Vos souvenirs donnent l'impression que le résultat a toujours été déterminé. Mais c'est parce que vos souvenirs eux-mêmes se sont ramifiés quand vous avez ouvert la boîte. La version de vous qui a trouvé un chat vivant a des souvenirs cohérents avec un chat vivant. La version qui a trouvé un chat mort a des souvenirs cohérents avec un chat mort. Le physicien qui avait imaginé cette expérience reconsidéra plus tard sa position. En 1952, lors d'une conférence à Dublin, il suggéra quelque chose de remarquable. Il proposa que les deux résultats se produisent réellement, mais dans des réalités séparées qui n'interagissent pas. Il avertit son auditoire que cela pouvait sembler dément, puis il le défendit comme la lecture la plus directe des équations quantiques. L'expérience du chat révèle quelque chose de crucial sur les mesures. Le chat est lui-même un appareil de mesure. Quand l'atome radioactif se désintègre ou ne se désintègre pas, le chat mesure ce fait en mourant ou en survivant. Le chat n'a pas besoin de conscience ni d'intelligence pour compter comme une mesure. L'interaction physique est tout ce qui compte. Dès que l'atome se désintègre, il s'intrique avec le mécanisme du poison. Dès que le poison se libère, il s'intrique avec le chat. La ramification se produit à chaque étape. La conscience n'entre en jeu que plus tard, quand vous ouvrez la boîte.
vous vous ajoutez au système intriqué. Vous ne causez pas la ramification, vous rejoignez une ramification qui s'est déjà produite. Le chat était déjà en superposition d'états vivants et morts, les deux états pleinement réalisés dans des branches différentes. Vous avez simplement choisi quelle branche expérimenter. Maintenant, transportons-nous au tout début du temps, dans la première fraction de seconde qui a suivi le Big Bang, car c'est là que se cache une autre source d'univers parallèle, peut-être encore plus vertigineuse que la ramification quantique. Dans le premier milliardième de seconde après le Big Bang, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'espace lui-même se dilata de manière exponentielle. L'univers doubla de taille, puis doubla encore, puis encore. Cela se produisit si rapidement qu'en moins de la durée la plus infinitésimale que l'on puisse imaginer, une région plus petite qu'un atome enfla pour devenir plus grande que l'univers observable que nous voyons aujourd'hui. Les physiciens appellent cette période l'inflation cosmique. Un physicien théoricien proposa l'inflation en 1980 pour résoudre plusieurs problèmes du modèle standard du Big Bang. Pourquoi l'univers a-t-il l'air si lisse et uniforme à grande échelle? Pourquoi l'espace est-il plat plutôt que courbé? L'inflation explique les deux. En dilatant l'espace plus vite que la lumière, l'inflation lisse les irrégularités et aplatit la courbure. Les observations du fond diffus cosmologique confirment ces prédictions avec une précision remarquable. Mais l'inflation vient avec une conséquence que son inventeur reconnut immédiatement. Une fois que l'inflation démarre dans une région, elle ne s'arrête probablement jamais complètement partout. Les fluctuations quantiques dans le champ inflationnaire créent des bulles, où l'inflation s'arrête et l'expansion normale commence. Notre univers observable existe à l'intérieur d'une telle bulle. Mais en dehors de notre bulle, l'espace continue de s'étendre de manière inflationnaire, et cet espace inflationnaire engendre de nouvelles bulles. Chaque bulle devient son propre univers avec son propre Big Bang. C'est l'inflation éternelle. Le processus ne s'arrête jamais globalement. Même s'il s'arrête localement à l'intérieur des bulles, de nouveaux univers se forment constamment. Ils s'étendent et se remplissent de galaxies et d'étoiles. Certains pourraient avoir les mêmes constantes physiques que le nôtre. D'autres pourraient avoir des valeurs différentes pour l'intensité de la gravité, la charge de l'électron, la masse des quarks. La plupart des univers bulles auraient des constantes qui empêchent la formation de structures. Pas d'étoiles, pas de planètes, pas de complexité. Quelques bulles chanceuses comme la nôtre obtiennent des paramètres qui permettent à des choses intéressantes de se produire. Un physicien de Stanford affina ce tableau. Il montra que l'inflation éternelle n'est pas seulement possible, mais presque inévitable étant donné ce que nous savons des champs quantiques. Même si l'inflation s'arrête dans la plupart des régions, les fluctuations quantiques la relanceront toujours quelque part. Le multivers d'univers bulles est le résultat naturel de notre meilleure théorie de l'univers primordial. Quelle est la taille de ce multivers? Incompréhensiblement vaste. Chaque univers bulle peut être infini en taille, et il y a probablement un nombre infini de bulles. Les cosmologistes décrivent parfois cela comme un multivers de niveau 1, distinct du multivers quantique des mondes multiples. Mais les deux types de multivers pourraient être liés. Certaines théories suggèrent que l'inflation éternelle se produit différemment dans différentes branches de la fonction d'onde quantique. Les bulles sont séparées par un espace en inflation éternelle. Cet espace s'étend plus vite que la lumière. Aucun signal ni aucune particule ne peut passer d'une bulle à une autre une fois qu'elles se sont formées. Les bulles sont causalement déconnectées. Vous ne pouvez pas voyager vers d'autres univers bulles, ni communiquer avec eux par un moyen connu. Presque. Il y a une exception. Si deux bulles se forment suffisamment proches l'une de l'autre pendant l'inflation, elles pourraient entrer en collision avant que l'inflation ne les sépare. La collision laisserait des marques sur les deux bulles. De l'intérieur d'une bulle,
En regardant le fond diffus cosmologique, on pourrait voir un motif circulaire, là où la collision s'est produite. Quelque chose comme un bleu dans le ciel. Quelque chose comme la tache froide que les astronomes ont découverte. Si la tache froide est une signature de collision, ce serait notre première preuve que l'inflation éternelle produit réellement de multiples univers. Et cela signifierait que notre univers a littéralement touché une autre réalité. Examinons maintenant un mystère encore plus profond, celui de l'ajustement fin des constantes de la nature. Un mystère qui trouve dans le multivers une explication d'une élégance troublante. Modifier la force de la gravité d'une partie sur 10, puissance 34, et les étoiles ne peuvent pas se former. Rendez la force électromagnétique légèrement plus intense, et les noyaux atomiques ne peuvent pas tenir ensemble. Ajustez la masse de l'électron d'une petite quantité, et la chimie devient impossible. Les constantes de la nature semblent précisément calibrées pour permettre l'existence de structures complexes comme les galaxies, les étoiles, les planètes et la vie. Les physiciens appellent cela l'ajustement fin. Il ne s'agit pas de dire que les constantes sont des nombres spéciaux, ayant une signification mathématique particulière. Elles pourraient avoir n'importe quelle valeur autant que les lois de la physique sont concernées. Le mystère est pourquoi elles tombent dans les fourchettes étroites qui permettent la formation de structures. La probabilité semble infinitésimalement petite si les constantes sont aléatoires. Certains voient dans cet ajustement fin la marque d'un dessein. Si l'univers semble construit pour la vie, peut-être quelque chose ou quelqu'un l'a construit de cette façon. C'est le principe anthropique dans sa forme la plus forte. Les scientifiques résistent généralement à ce raisonnement parce qu'il arrête l'investigation. Dire que l'univers est ajusté finement pour la vie n'explique rien sur pourquoi les constantes ont leur valeur spécifique. Cela reformule simplement l'observation comme une conclusion. Le multivers offre un mécanisme alternatif. Si d'innombrables univers existent avec des constantes physiques différentes, alors certains auront les bonnes valeurs purement par chance. Nous nous trouvons dans l'un de ces univers parce que nous ne pourrions pas exister dans les autres. L'ajustement fin apparent est un effet de sélection. Nous observons un univers favorable à la vie, non pas parce que l'univers a été conçu pour la vie, mais parce que nous ne pouvons exister que dans des univers où notre type de vie est possible. Pensez à cela à l'aide d'une analogie. Imaginez une loterie cosmique où chaque univers se voit attribuer des constantes aléatoires. La plupart des billets sont perdants, ils produisent des univers trop chauds, trop froids, trop instables ou trop uniformes pour développer de la complexité. Une infime fraction de billets gagne, créant des univers qui peuvent accueillir des étoiles, des planètes et finalement des observateurs. Nous détenons un billet gagnant, non pas parce que gagner est courant, mais parce que nous ne pourrions pas être ici pour examiner un billet perdant. L'analogie a ses limites, car le nombre d'univers n'est pas comme un nombre fixe de billets de loterie. L'inflation éternelle pourrait créer des univers bulles infinis. L'interprétation quantique des mondes multiples pourrait générer des branches infinies. Dans un multivers infini, chaque combinaison possible de constantes se produit un nombre infini de fois. L'ajustement fin ne devient pas seulement probable, mais inévitable. Certains physiciens n'aiment pas les explications du multivers pour l'ajustement fin. Ils soutiennent que cela abandonne l'objectif scientifique de prédiction. Si tout peut arriver quelque part dans le multivers, la théorie perd son pouvoir explicatif. D'autres répondent que le multivers est une prédiction de l'inflation et de la mécanique quantique, pas une hypothèse ajoutée pour résoudre le problème de l'ajustement fin. Nous suivons les mathématiques là où elles mènent, même si elles mènent à des conclusions étranges. Le débat reste irrésolu, mais les enjeux sont clairs. Si le multivers est réel, notre univers n'est pas spécial. Les constantes qui permettent notre existence sont des accidents de la géographie cosmologique.
Quelque part, dans le vaste paysage des univers possibles, des êtres conscients posent les mêmes questions que nous et parviennent aux mêmes conclusions troublantes. Il serait toutefois malhonnête de présenter cette vision des choses sans mentionner les voix dissidentes, les physiciens de premier plan qui rejettent l'interprétation des mondes multiples pour des raisons profondes et sérieuses. Un éminent mathématicien et physicien se distingue de la plupart de ses collègues sur la question des univers parallèles. Il soutient que l'interprétation des mondes multiples échoue parce qu'elle ignore la gravité. La mécanique quantique décrit avec succès les particules et les champs, mais nous ne disposons pas d'une théorie complète de la gravité quantique. Ce physicien affirme que la gravité joue un rôle crucial dans la détermination de ce qui est réel et de ce qui reste simplement possible. Son argument se concentre sur la relation entre la masse et la superposition quantique. Les particules minuscules comme les électrons ont des champs gravitationnels négligeables. Elles peuvent même maintenir la superposition indéfiniment dans des systèmes isolés. Mais les objets volumineux créent des champs gravitationnels significatifs. La gravité courbe l'espace-temps autour d'eux. Et voici où les choses deviennent fascinantes. Si un objet existe en superposition de deux positions différentes, il crée deux champs gravitationnels différents. Ces champs courbent l'espace-temps de manière différente. On a alors non seulement une superposition de positions de particules, mais une superposition de géométrie de l'espace-temps. Ce physicien soutient que cette situation est physiquement instable. L'univers ne peut pas maintenir deux courbures d'espace-temps contradictoires pendant longtemps. Il propose que la gravité provoque l'effondrement de la fonction d'onde. Quand la superposition d'un objet crée des géométries d'espace-temps suffisamment différentes, l'instabilité force une géométrie à devenir réelle et les autres à s'évanouir. Cela se produit automatiquement par la physique gravitationnelle. Aucune conscience requise. Aucun processus de mesure spéciale nécessaire. Juste la gravité faisant ce que la gravité fait. Le seuil d'effondrement dépend de la masse et de la durée. Un électron peut rester en superposition indéfiniment parce que son champ gravitationnel est infinitésimalement faible. Une particule de poussière pesant 1 microgramme pourrait maintenir la superposition pendant environ 1 seconde avant que la gravité ne la fasse s'effondrer. Un objet de la taille d'un chat s'effondre en quelques microsecondes ou plus rapidement encore. Plus l'objet est massif, plus rapidement la gravité le force dans un état défini. Cela signifierait que la ramification à grande échelle ne se produit pas. L'univers se divise pour les particules quantiques, mais ces divisions se résorbent rapidement quand les particules interagissent avec des objets massifs. Une seule réalité macroscopique existerait. Les mondes multiples seraient une approximation valide uniquement aux échelles microscopiques où la gravité peut être ignorée. La plupart des physiciens restent sceptiques face à cette théorie de l'effondrement objectif. Les mathématiques ne sont pas entièrement développées. Les tests expérimentaux sont difficiles parce que les effets prédits sont subtils. Il faudrait placer des objets de plus en plus grands en superposition et mesurer combien de temps la superposition persiste. La technologie actuelle peut à peine créer la superposition de molécules. Des objets suffisamment massifs pour tester l'effondrement gravitationnel sont bien au-delà de notre portée expérimentale. Plus fondamentalement, cette théorie nécessite de modifier la mécanique quantique. Elle ajoute de la nouvelle physique au-delà de l'équation fondamentale. Beaucoup de physiciens préfèrent des interprétations qui s'en tiennent à la mécanique quantique standard plutôt que de proposer de nouveaux mécanismes d'effondrement. L'interprétation de la ramification ne nécessite aucun changement de la physique sous-jacente. Elle prend simplement les équations au sérieux. Pourtant, cette critique soulève un point valide. Nous ne comprenons pas la gravité quantique. La relativité générale et la mécanique quantique sont incompatibles dans leurs formes actuelles. Toute théorie complète
doit les fusionner d'une manière ou d'une autre. Peut-être que cette fusion révélera que la gravité empêche la ramification infinie. Peut-être que l'univers possède un mécanisme pour sélectionner un résultat parmi de nombreuses possibilités. Ou peut-être que la gravité elle-même existe en superposition à travers différentes branches. Les équations de la relativité générale pourraient tout décrire non pas un seul espace-temps courbé, mais une infinité d'espaces-temps parallèles évoluant indépendamment. Tant que nous n'aurons pas une théorie fonctionnelle de la gravité quantique, nous ne pourrons pas savoir quel tableau et quel état est correct. Passons maintenant à un aspect qui transforme la spéculation théorique en technologie potentielle. Les ordinateurs quantiques. Car si les univers parallèles existent, nous devrions pouvoir exploiter leur puissance de calcul. Et c'est exactement ce qu'un physicien visionnaire a proposé. Un éminent physicien d'Oxford a conçu les ordinateurs quantiques non pas pour résoudre des problèmes pratiques, mais pour prouver que l'interprétation des mondes multiples est réelle. Il a raisonné que si les univers parallèles existent, nous devrions pouvoir exploiter leur puissance computationnelle. Un ordinateur quantique avec 300 bits quantiques pourrait effectuer des calculs impliquant plus d'états qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. D'où vient cette puissance de traitement? Si un seul univers existe, un bit quantique, ou qubit, peut être simultanément 0 et 1. 2 qubits peuvent représenter 4 états à la fois. 3 qubits représentent 8 états. Le nombre d'états croît de façon exponentielle. Chaque qubit double le nombre d'états que le système peut représenter. Un ordinateur de 300 qubits représente 2 puissance 300 états simultanément. Ce nombre dépasse 10 puissance 90. Les ordinateurs classiques traitent un calcul à la fois. Pour résoudre certains problèmes, ils doivent essayer chaque réponse possible séquentiellement. Les ordinateurs quantiques traitent toutes les réponses possibles simultanément grâce à la superposition. Quand le calcul est terminé, on mesure le résultat et on obtient la réponse. L'ordinateur a exploité le parallélisme quantique pour explorer des espaces de solutions vastes que les ordinateurs classiques mettraient des milliards d'années à parcourir. Mais voici la partie remarquable. Pendant que le calcul tourne, les qubits existent en superposition de tous les états possibles. L'ordinateur quantique effectue littéralement des calculs en parallèle à travers tous ces états. Dans l'interprétation des mondes multiples, chaque état existe dans une branche différente de la réalité. L'ordinateur quantique engendre d'innombrables univers parallèles, effectue un calcul différent dans chacun, puis rassemble les résultats par interférence quantique pour produire la réponse finale dans cette branche. Ce physicien soutient que c'est la preuve que les mondes parallèles sont réels. Comment autrement 300 qubits pourrait-il traiter 2 puissance 300 états simultanément? L'ordinateur doit emprunter des ressources computationnelles à des univers parallèles. Chaque univers effectue une partie du calcul. Les résultats interfèrent pour nous donner la réponse que nous observons. D'autres interprétations de la mécanique quantique le nient. L'interprétation de Copenhague dit que les qubits n'ont pas d'état défini jusqu'à la mesure. Le calcul se produit dans un domaine quantique abstrait qui n'est pas tout à fait réel. La théorie de l'onde pilote dit qu'il existe un seul état réel, mais qu'il est guidé par une onde cachée qui explore toutes les possibilités. Le physicien d'Oxford rejette ces alternatives comme insatisfaisantes. L'interprétation des mondes multiples traite l'ordinateur quantique de manière directe. Il effectue des calculs parallèles dans des mondes parallèles. L'interférence entre les mondes est ce qui rend le calcul quantique plus puissant que le calcul classique. Si les mondes parallèles n'existaient pas, les ordinateurs quantiques n'auraient aucun avantage. Les ordinateurs quantiques restent une technologie expérimentale. Les systèmes actuels les plus grands disposent d'environ 1000 qubits, mais ne peuvent pas maintenir la superposition quantique assez longtemps pour résoudre des problèmes intéressants. Les erreurs s'accumulent rapidement.
La décohérence détruit l'état quantique. Construire des ordinateurs quantiques pratiques nécessite de résoudre d'immenses défis d'ingénierie. Et pourtant, les progrès se poursuivent. Des entreprises et des laboratoires de recherche à travers le monde sont en course pour construire des ordinateurs quantiques capables de résoudre des problèmes réels. Quand ils y parviendront, nous aurons des appareils qui exploitent de manière démontrable le parallélisme quantique pour surpasser tout ordinateur classique. Et selon cette interprétation, nous aurons la preuve posée sur nos bureaux que les univers parallèles ne sont pas de la spéculation. Ils seront une technologie que nous utilisons au quotidien pour résoudre des problèmes impossibles dans un seul univers. La lumière voyage à 300 000 km par seconde, créant un horizon cosmique au-delà duquel nous ne pouvons rien voir. L'univers observable mesure environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre, mais au-delà, tout est invisible. Les univers bulles de l'inflation éternelle sont séparés par un espace qui s'étend plus vite que la lumière, les rendant causalement déconnectés. Les branches quantiques sont isolées par la décohérence. Dans les deux cas, les barrières semblent absolues, même si certains physiciens spéculent sur des exceptions. Effet tunnel entre bulles proches, brève recohérence entre branches quantiques ou trous de verre exotiques. Pour l'instant, les univers parallèles restent à jamais séparés d'une autre, sauf peut-être quand ils entrent en collision. L'enquête scientifique autour de la tache froide illustre comment la science progresse, par l'élimination patiente des possibilités. Un doctorant d'une grande université britannique passa des mois à analyser des données galactiques pour vérifier l'existence du supervide censé expliquer l'anomalie. En utilisant la spectroscopie pour cartographier des milliers de galaxies en 3 dimensions, il compara la densité galactique autour de la tache froide avec des régions de contrôle. Les résultats le surprirent. La distribution des galaxies était parfaitement normale. Aucun vide géant n'existait. L'étude de 2015 ne pouvait pas être répliquée avec de meilleures données. Cela créa un problème fondamental. La tache froide est confirmée. Si aucun vide ne la cause, alors quoi? Les résultats furent soumis à une revue prestigieuse en 2017, mentionnant des alternatives exotiques, textures cosmiques, défauts topologiques, collisions d'univers bulles. Éliminer les explications conventionnelles rend les alternatives exotiques dignes de considération. Les univers parallèles passent ainsi de la fantaisie spéculative à l'hypothèse scientifique testable. Une cosmologiste formula une proposition saisissante. La tache froide est une cicatrice laissée par une collision avec un autre univers pendant l'inflation. Elle affirme même que l'intrication quantique connecte notre univers à d'autres formés pendant la même époque. Les corrélations persistant malgré la séparation spatiale. C'est controversé. La plupart des physiciens doutent que l'intrication survive à travers des univers séparés. Mais la proposition est testable. De futures observations pourraient révéler des structures spécifiques dans la tache froide, distinguant collision et hasard. Son travail représente la frontière où la spéculation rencontre la science, et la réponse pourrait arriver de notre vivant. Un physicien du MIT pousse l'idée du multivers à son extrême. Toute structure mathématique cohérente existe comme réalité physique. Des univers où le temps a 2 dimensions, où l'espace en a 17, gouvernés par des lois que nous ne pouvons même pas imaginer. Son argument repose sur un principe de démocratie. Si certaines mathématiques correspondent à des univers, pourquoi pas toutes? Notre propre univers semble de nature purement mathématique, chaque loi physique s'exprimant sous forme d'équations. Peut-être que la réalité n'est pas décrite par les mathématiques, mais est des mathématiques. Les critiques objectent que c'est intestable. Le physicien répond que l'hypothèse prédit que nous devrions habiter un univers typique parmi ceux supportant des observateurs, ce qui semble être le cas. Si cette hypothèse est correcte,
la réalité est infiniment plus vaste que toute spéculation. Un éminent physicien a formulé une affirmation saisissante. Les univers parallèles ne restent pas complètement isolés. De brefs moments d'interférence se produisent quand des processus quantiques forcent des univers identiques à devenir distincts. Dans l'expérience de la double fente, les branches ne sont pas encore complètement séparées quand l'électron traverse les fentes. L'électron dans une branche interagit avec l'électron dans une autre, créant le motif d'interférence. Ce n'est qu'en frappant l'écran que les branches se séparent définitivement. Cette vision explique naturellement le calcul quantique. L'ordinateur exploite l'interférence temporaire entre mondes parallèles. Certaines propositions récentes suggèrent pour le même que la recohérence pourrait permettre à des branches séparées de fusionner, ouvrant la possibilité théorique d'une brève communication entre mondes parallèles. Cela reste bien au-delà de la technologie actuelle, mais la possibilité existe dans les équations. À quelle fréquence l'univers se ramifie-t-il ? Les nombres défient toute compréhension. Avec 10 puissance 80 atomes dans l'univers observable, chacun subissant des transitions quantiques, le taux de ramification est astronomique. Les photons des étoiles, les rayons cosmiques, la désintégration radioactive, les neutrinos, chaque événement crée de l'intrication et engendre des branches. L'univers pourrait se diviser plus de fois en une seule seconde qu'il n'y a d'atomes dans le cosmos observable. La ramification s'arrêtera-t-elle un jour ? Tant que des événements quantiques se produisent, elle continue. Même quand les étoiles s'éteindront et les trous noirs s'évaporeront, les fluctuations quantiques du vide persisteront. Le multivers pourrait croître sans limite pour toujours. Chaque instant de votre existence, la réalité se multiplie. La ramification ne s'arrête jamais. Tournons-nous maintenant vers l'un des mystères les plus profonds de la cosmologie moderne. Un mystère qui pourrait avoir un lien inattendu avec les univers parallèles, l'énergie noire. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. L'espace se dilate partout simultanément, mais l'expansion accélère. La gravité devrait ralentir l'expansion au fil du temps à mesure que les galaxies s'attirent mutuellement. Au lieu de cela, une force mystérieuse les repousse de plus en plus vite. Les physiciens appellent cela l'énergie noire. L'énergie noire constitue environ 68% de toute l'énergie dans l'univers. Pourtant, nous n'avons aucune idée de ce que c'est. L'explication principale suggère que l'espace lui-même possède de l'énergie. Chaque mètre cube de vide contient une minuscule quantité d'énergie intrinsèque qui entraîne l'expansion. C'est la constante cosmologique, introduite puis regrettée par le plus grand physicien du XXe siècle. Le problème est la valeur prédite. La théorie quantique des champs calcule combien d'énergie du vide devrait exister en se basant sur les particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent. Le calcul donne une réponse environ 10 puissance 120 fois plus grande que ce que les observations permettent. C'est la pire prédiction de l'histoire de la physique. Quelque chose est profondément faux dans notre compréhension. Certains physiciens ont proposé que le multivers pourrait expliquer cette discordance. Si différents univers-bulles ont différentes valeurs d'énergie du vide, alors la plupart des univers auraient des densités d'énergie très différentes de ce que nous observons. Dans les univers avec une très grande énergie du vide positive, l'espace se dilate si vite que la matière ne s'agglomère jamais en galaxies ou en étoiles. Dans les univers avec une grande énergie du vide négative, l'espace s'effondre sur lui-même trop rapidement pour que des structures se forment. Seuls les univers avec une énergie du vide proche de zéro permettent la complexité. Nous nous trouvons dans un tel univers parce que les observateurs ne peuvent pas exister dans les autres. Le multivers combiné à la sélection anthropique explique pourquoi la constante cosmologique semble ajustée finement. Elle ne l'est pas. Nous vivons simplement dans l'une des rares bulles où la valeur permet notre existence.
Mais certains chercheurs proposent quelque chose de plus radical. Et si l'énergie noire représentait une fuite provenant d'autres univers? Imaginez des mondes parallèles empilés dans des dimensions supplémentaires. Si la gravité peut se propager à travers ces dimensions supplémentaires, alors des objets massifs dans des univers parallèles proches pourraient exercer une attraction gravitationnelle sur notre univers. De notre point de vue, cela apparaîtrait comme une force supplémentaire poussant les choses les unes des autres ou les attirant les unes vers les autres. Les mathématiques sont spéculatives. Des modèles de cosmologie de Brane suggèrent que notre univers est une membrane tridimensionnelle flottant dans un espace de dimension supérieure. D'autres membranes existent à proximité. La gravité opère dans toutes les dimensions, créant des connexions entre les branes. L'énergie noire pourrait être de la gravité, fuyant de branes parallèles vers la nôtre. Cette hypothèse fait des prédictions testables. Si l'énergie noire provient de branes voisines, son intensité devrait varier légèrement au fil du temps cosmique ou à travers différentes régions de l'espace. De futures observations avec des instruments plus sensibles pourraient détecter ces variations. L'énergie du vide standard devrait être parfaitement uniforme. La fuite de Brane montrerait des motifs. Aucun tel motif n'a encore été trouvé. Les mesures suggèrent que l'énergie noire semble constante dans les marges d'erreur actuelles, mais les données s'améliorent continuellement. Des enquêtes à venir mesureront l'histoire de l'expansion avec une précision sans précédent. Si des variations apparaissent, nous pourrions découvrir que l'énergie noire a été notre premier contact indirect avec des univers parallèles depuis le début. La force qui repousse les galaxies pourrait être la gravité de d'innombrables autres mondes pressant contre le nôtre. La théorie des cordes ouvre une autre porte vers les univers parallèles. Elle requiert des dimensions supplémentaires au-delà de nos 3 dimensions spatiales. Certains théoriciens proposent que ces dimensions pourraient être grandes. Nous vivrions sur une surface tridimensionnelle, une brane, flottant dans un espace de dimension supérieure appelé le bulk. De multiples branes existeraient, chacune constituant un univers séparé. Seule, la gravité peut s'échapper d'une brane à l'autre. Le modèle ekpyrotique propose même que notre Big Bang résulte de la collision entre 2 branes. Les collisions de branes laisseraient des marques dans le fond diffus cosmologique, similaires aux signatures de collisions de bulles. Fait remarquable, de multiples théories d'univers parallèles convergent vers la même prédiction. Nous devrions voir des cicatrices dans le ciel. Il est temps maintenant d'être honnête sur l'incertitude. Les scientifiques doivent l'être. La tache froide a environ 1 à 2% de probabilité de se produire par des fluctuations aléatoires dans le modèle standard du Big Bang. 1 sur 50 à 1 sur 100. Ce ne sont pas des chances impossibles. Les événements improbables se produisent. Pensez à ce que signifie une probabilité d'1%. Si vous lancez une pièce équilibrée 7 fois, obtenir 7 faces de suite a environ 1% de chance. Surprenant, certainement. Preuve que la pièce est truquée? Pas nécessairement. Faites l'expérience suffisamment de fois et des événements à 1% se produisent régulièrement. Avec d'innombrables régions du fond diffus cosmologique à examiner, trouver un point inhabituel ne devrait pas nous choquer. C'est la position conservatrice que la plupart des cosmologistes maintiennent. La tache froide est étrange. Elle mérite investigation. Mais sauter aux explications d'univers parallèles est prématuré quand une simple anomalie statistique reste viable. La science exige que nous épuisions les explications conventionnelles avant d'invoquer des alternatives exotiques. Et pourtant, la probabilité d'1% trouble certains chercheurs. Oui, des choses improbables arrivent, mais la science progresse en investiguant les anomalies. Quand les observations ne correspondent pas aux prédictions, nous apprenons quelque chose. Soit nos prédictions sont fausses, soit nous avons mal compris quelque chose de fondamental.
La tâche froide nous force à réfléchir soigneusement aux deux possibilités. Il y a aussi la question de l'unicité. La tâche froide est unique. Aucune autre région comparablement grande et froide n'apparaît dans le fond diffus cosmologique. Si des événements de probabilité d'1% se produisent aléatoirement, on devrait voir plusieurs tâches froides. Au lieu de cela, on n'en voit qu'une. Cette unicité est elle-même inhabituelle. La probabilité de voir exactement une anomalie de cette taille plutôt que 0 ou plusieurs devient encore plus petite qu'1%. Certains statisticiens soutiennent que nous posons mal la question. Le calcul de probabilité suppose que nous avions spécifié à l'avance que nous chercherions une tâche froide à cet endroit précis avec ses propriétés exactes. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons scanné le ciel entier à la recherche de n'importe quoi d'inhabituel. Quand vous cherchez n'importe quelle anomalie n'importe où, les chances de trouver quelque chose d'étrange augmentent considérablement. C'est l'effet de la recherche ailleurs. Combien d'anomalies différentes aurions-nous pu remarquer si elles avaient été présentes? De grandes taches chaudes, des amas de petites régions froides, des asymétries, des motifs géométriques inhabituels. Si l'on considère toutes les anomalies possibles que nous aurions pu voir, trouver une anomalie spécifique devient moins surprenant. La probabilité effective pourrait être de 10 ou 20% plutôt que d'1%. Un physicien qui modélise les collisions de bulles souligne que la probabilité seule ne peut pas répondre à la question. Nous avons besoin de données supplémentaires. De futures expériences sur le fond diffus cosmologique cartographieront le ciel avec une résolution plus élevée. Elles pourraient révéler des structures fines à l'intérieur de la tache froide qui distinguent les fluctuations aléatoires des signatures de collision. Ou elles pourraient trouver des anomalies supplémentaires qui clarifient la situation. En attendant, la probabilité d'1% plane au-dessus du débat comme un nuage. Juste assez improbable pour alimenter la spéculation, mais juste assez probable pour conseiller la prudence. Si chaque choix crée des branches où vous avez choisi différemment, le libre arbitre existe-t-il? Dans certaines branches, vous lisez encore. Dans d'autres, vous avez décroché depuis longtemps. Toutes les versions sont réelles. Cela semble rendre vos décisions dénuées de sens, puisque tout ce qui pourrait arriver arrive quelque part. Mais c'est mal comprendre le choix dans ce cadre. Quand vous décidez, vous déterminez quelle branche vous continuez à parcourir. Vous ne contrôlez pas l'existence d'autres branches, mais vous contrôlez laquelle vous contient. Vos choix façonnent votre avenir vécu. La philosophie morale s'applique à la réalité vécue, pas à la totalité des réalités possibles. La règle de Born suggère même que vos choix pourraient influencer le poids quantique des branches, donnant aux décisions morales de vrais enjeux. L'interprétation des mondes multiples ne vous dit pas quoi faire. Elle vous dit ce qui est. Nous approchons maintenant du dénouement de cette histoire, du moment où la théorie rencontre l'expérimentation, où les spéculations deviennent testables. Car des scientifiques du monde entier conçoivent en ce moment même des expériences pour trouver des preuves directes des univers parallèles. Ces expériences repoussent les limites de la technologie actuelle. Certaines pourraient devenir réalisables dans les prochaines décennies. D'autres restent des propositions théoriques pour les générations futures. Une approche cible l'interprétation quantique des mondes multiples. Si des branches parallèles peuvent brièvement interférer avant de se décohérer complètement, nous pourrions détecter cette interférence dans des expériences soigneusement contrôlées. L'idée est de créer un système quantique suffisamment grand pour contenir de l'information, de le maintenir en superposition aussi longtemps que possible, puis de mesurer si des motifs d'interférence révèlent des propriétés d'autres branches. Les ordinateurs quantiques sont des candidats pour de telles expériences. Les ordinateurs quantiques actuels peinent à maintenir la cohérence pendant plus de quelques microsecondes. La décohérence détruit l'état quantique avant que des effets d'interférence intéressants n'apparaissent.
Mais les futurs ordinateurs quantiques, avec des milliers de qubits stables, pourraient rester cohérents assez longtemps pour les expériences. Un physicien suggère qu'un ordinateur quantique suffisamment sophistiqué pourrait se souvenir d'avoir existé temporairement dans de multiples branches avant que la décohérence ne les sépare. Une autre approche cherche des signatures de collision de bulles dans les futures études cosmiques. De nouveaux observatoires cartographieront le fond diffus cosmologique avec une précision sans précédent. Si la tache froide est une signature de collision, ces instruments devraient révéler des motifs prédits dans sa structure. De multiples signatures de collision pourraient être trouvées si nous regardons assez attentivement, ou les données pourraient exclure définitivement les explications par collision. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles offrent une autre avenue. Une antenne spatiale d'interférométrie laser, prévue pour lancement dans les années 2030, mesurera les ondes gravitationnelles de l'univers primordial. Les collisions de bulles devraient reproduire des signatures spécifiques d'ondes gravitationnelles. Ces ondes voyagent à travers l'espace inchangé depuis que la collision s'est produite. Les détecter fournirait une preuve directe que notre univers a touché une autre réalité. Certains physiciens proposent des expériences pour tester si l'énergie noire provient de brânes parallèles. Si des dimensions supplémentaires existent, la gravité devrait varier en intensité à des échelles microscopiques. Des expériences cherchant des déviations de la loi de la gravitation de Newton à des distances submillimétriques n'ont rien trouvé jusqu'à présent, mais des tests plus sensibles sont prévus. Trouver des forces inattendues à de petites échelles révolutionnerait la physique et suggérerait l'existence de brânes voisines. Tester l'inflation éternelle fait face à des défis parce que la plupart des univers bulles sont pour toujours inaccessibles. Mais nous pouvons tester si l'inflation elle-même s'est produite. Le motif des fluctuations de densité dans le fond diffus cosmologique correspond aux prédictions de l'inflation avec précision. De futures mesures renforceront soit cette correspondance, soit révéleront des écarts. Si l'inflation est confirmée au-delà de tout doute, l'inflation éternelle devient beaucoup plus plausible parce qu'il est difficile de démarrer l'inflation sans qu'elle continue éternellement dans au moins certaines régions. La proposition la plus ambitieuse implique l'utilisation de l'intrication quantique à travers des distances macroscopiques. Si des particules sur Terre peuvent être intriquées avec des particules dans un système soigneusement isolé, et si le système isolé peut être maintenu en superposition assez longtemps, alors des mesures pourraient révéler des corrélations qui n'ont de sens que dans un cadre de monde multiple. Cela nécessite une technologie bien au-delà des capacités actuelles. Le succès démontrerait que les effets quantiques s'étendent à des niveaux observables. Aucune de ces expériences ne garantit le succès. Les univers parallèles pourraient exister et rester fondamentalement indétectables, ou les expériences pourraient échouer pour des raisons techniques sans rapport avec la réalité des mondes parallèles. Mais la tentative compte. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons des idées concrètes sur la façon de tester si d'autres réalités existent. L'Agence spatiale européenne a lancé un télescope spatial qui cartographie des milliards de galaxies. La collecte de données est en cours. Les résultats arriveront tout au long de la fin des années 2020 et du début des années 2030. Ce télescope révélera la structure à grande échelle de l'univers avec une clarté sans précédent. Si des anomalies comme la tache froide ont des motifs structurels que nous ne pouvons pas actuellement résoudre, cet instrument pourrait les détecter. La NASA et des partenaires internationaux développent un autre télescope spatial. Son lancement est prévu pour le milieu des années 2020. Il conduira des études infrarouges du ciel, mesurant les distances de centaines de millions de galaxies. Ces mesures cartographieront l'influence de l'énergie noire à travers l'histoire cosmique. Si l'énergie noire varie de manière qui suggère des brânes parallèles ou une fuite de gravité, ce télescope devrait voir les variations. Les observatoires au sol s'améliorent aussi. Un grand observatoire au Chili commencera bientôt ses opérations.
son télescope photographiera le ciel visible tout entier tous les quelques jours. Sur 10 ans, il créera la carte la plus détaillée de l'univers changeant jamais réalisée. Toute chose inhabituelle dans le cosmos, que ce soit des anomalies gravitationnelles ou des motifs inattendus, apparaîtra dans ces données. La prochaine génération d'expériences sur le fond diffus cosmologique se déploiera à la fin des années 2020. Elle combinera des détecteurs en Antarctique et au Chili pour mesurer la lumière ancienne du Big Bang avec une précision exquise. Les cartes de température auront une résolution suffisamment fine pour révéler des structures invisibles aux instruments actuels. Si des collisions de bulles se sont produites, ces expériences les confirmeront ou les excluront définitivement. L'antenne spatiale d'interférométrie laser sera lancée dans les années 2030. 3 vaisseaux spatiaux, volant en formation à des millions de kilomètres de distance, détecteront des ondes gravitationnelles de l'univers primordial. Ces ondes portent des informations sur des événements survenus dans les premiers instants après le Big Bang. Les signatures de collision de Brane ou d'univers-bulles devraient apparaître dans le spectre des ondes gravitationnelles si elles existent. La technologie quantique progresse rapidement. Des entreprises et des laboratoires de recherche du monde entier construisent des ordinateurs quantiques plus puissants. Les systèmes actuels ont environ 1000 qubits. Les appareils de prochaine génération pourraient atteindre 10 000 qubits ou plus. À un certain point, les ordinateurs quantiques deviendront suffisamment complexes pour tester directement les prédictions de l'interprétation des mondes multiples. Ils pourraient révéler des processus computationnels qui n'ont de sens que si des branches parallèles existent. Les expériences de physique des particules continuent de chercher des dimensions supplémentaires. Le grand collisionneur de Hadron n'a pas encore trouvé de preuves, mais des mises à niveau pourraient bien changer cela. Des collisions à plus haute énergie pourraient produire des particules qui s'échappent dans des dimensions supplémentaires, apparaissant comme de l'énergie manquante dans les détecteurs. Trouver de telles particules soutiendrait la cosmologie de Brane et suggérerait l'existence de branes parallèles à proximité. Toutes ces expériences livreront des résultats dans les 2 prochaines décennies. Nous entrons dans une ère où les théories d'univers parallèles passent de la spéculation à la science testable. Les données soutiendront le multivers ou le contraindront sévèrement. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus que ce que nous savons maintenant. La question de savoir si d'autres réalités existent pourrait trouver une réponse de notre vivant. La cicatrice cosmique pourrait être expliquée. L'ordinateur quantique pourrait se souvenir d'avoir existé dans de multiples états. Le détecteur d'ondes gravitationnelles pourrait capter les échos d'un autre univers. Ou nous pourrions découvrir que le multivers est une illusion, que notre univers est seul, que l'ajustement fin et les bizarreries quantiques ont des explications prosaïques auxquelles nous n'avons pas encore pensé. D'ici 2 décennies, nous le saurons. Les expériences se lancent. Les télescopes se construisent. Les mesures sont planifiées. Et quelque part, dans une branche de la réalité que nous ne pouvons pas percevoir, une autre version de vous vient de terminer ce récit et s'interroge sur exactement les mêmes questions. Cette version est aussi réelle que vous. Cette version ressent la même vertige face à l'immensité de ce qui pourrait être. Et cette version, comme vous, attend les réponses que l'univers ou les univers finiront peut-être par nous offrir. Car au fond, la question des univers parallèles n'est pas seulement une question de physique, c'est une question sur la nature de l'existence elle-même. Sommes-nous un accident cosmique unique, une étincelle de conscience solitaire dans un vide infini? Ou sommes-nous une expression parmi d'innombrables autres d'une réalité si vaste, si riche, si démesurément féconde qu'elle engendre tout ce qui peut exister? La réponse, quelle qu'elle soit, transformera pour toujours notre compréhension de ce que signifie être vivant dans cet univers ou dans n'importe quel univers.
Le cosmos garde encore ses secrets les plus profonds. Mais pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avons les outils, les théories et le courage de poser les bonnes questions. Et les réponses, quand elles viendront, seront plus stupéfiantes que tout ce que nous avons jamais imaginé. Car si la mécanique quantique nous a appris une chose, c'est que la réalité est toujours plus étrange, plus belle et plus terrifiante que nos intuitions les plus audacieuses. L'univers n'a aucune obligation d'avoir du sens pour nous. Il a seulement l'obligation d'être cohérent avec lui-même. Et cette cohérence, telle qu'elle émerge des équations, pointe vers quelque chose d'inimaginable, un océan de réalités sans rivage, un labyrinthe de possibilités sans fin, un chœur de versions de nous-mêmes chantant dans le silence du vide quantique. La nuit prochaine, quand vous lèverez les yeux vers les étoiles, souvenez-vous que ce que vous voyez n'est peut-être qu'une infime fraction de ce qui est. Derrière chaque photon qui atteint votre rétine, derrière chaque atome qui compose votre corps, derrière chaque pensée qui traverse votre esprit, se cache peut-être un univers de possibilités réalisées, une infinité de vous regardant les mêmes étoiles depuis des branches différentes de la même réalité fondamentale. Et cette pensée, aussi vertigineuse qu'elle soit, est peut-être la chose la plus vraie et la plus magnifique que la science ait jamais révélée sur notre place dans le cosmos. L'histoire ne fait que commencer. Les prochaines années nous apporteront des réponses qui changeront tout. Les télescopes scrutent, les ordinateurs calculent, les détecteurs écoutent. Et la réalité, dans toute sa splendeur quantique, attend patiemment que nous la comprenions enfin. Ou peut-être, dans une branche quelque part, nous l'avons déjà comprise. Peut-être que cette version de nous sourit en ce moment, sachant ce que nous ne savons pas encore, ayant trouvé la réponse que nous cherchons encore. Et peut-être que cette réponse est plus simple et plus bouleversante que tout ce que nous pouvions imaginer. La réalité n'est pas ce que nous voyons. Elle est infiniment, magnifiquement, terrifiante plus.